Pour ce deuxième CM du semestre 6, nous allons traiter de la question de la motivation et de l'estime de soi en EPS. Au CM dernier, nous avons parlé du sens. La question de la motivation vient se situer en complémentarité par rapport à ce CM sur le sens. Nous allons nous appuyer sur deux définitions de la motivation. La première de Thomas en 1991. La motivation est un terme très général, se rapportant à la régulation du comportement de satisfaction des besoins et de recherche de buts. Pour Michel Bouet, en 1969, on peut définir la motivation comme une orientation active, persistante et sélective qui caractérise le comportement. Ces deux définitions nous amènent à distinguer trois dimensions dans la motivation. Effectivement, trois grands cadres peuvent être mis en avant par rapport à cette question de la motivation. Tout d'abord, nous avons la théorie des besoins, ensuite les théories interactionnistes et enfin les théories de l'autorégulation. Notre CM sera construit autour de ces trois courants. Je vous rappelle donc que le CM a pour but de fixer un cadre théorique et que les exemples relatifs aux différentes théories seront donnés lors du CM en présentiel. Nous allons aborder dans un premier temps la théorie des besoins. Cette théorie des besoins est fondée sur l'existence de tendances profondes qui doivent, chez le sujet, s'exprimer coûte que coûte. Les conduites du sujet sont gouvernées et déclenchées par des tendances, des pulsions, des besoins. La théorie des besoins part du principe que l'individu recherche toujours à conserver son équilibre. L'homéostasie est la capacité que peut avoir un système à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Le premier besoin qui apparaît, c'est effectivement par exemple le besoin de se nourrir. Lorsque j'ai faim, ça provoque effectivement un déséquilibre, j'enregistre une certaine tension et cela me motive pour effectivement me nourrir. Le fait de me nourrir fait disparaître cet état de tension et donc le sujet va rechercher effectivement l'homéostasie, c'est-à-dire un point d'équilibre relativement neutre où ses besoins sont effectivement satisfaits. La théorie des besoins part du principe que l'individu possède un certain nombre de besoins qu'il va chercher effectivement à satisfaire. Maslow, en 1954, propose une modélisation de ces différents besoins. Il schématise sa théorie sous forme d'une pyramide où, à la base de la pyramide, apparaissent effectivement les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité, puis le besoin d'appartenance, puis le besoin d'estime, et enfin le besoin d'accomplissement. Chez Maslow, il y a effectivement une priorité dans la satisfaction des besoins, et lorsque l'étage inférieur fait défaut, la satisfaction des besoins de l'étage inférieur fait défaut, eh bien, le sujet ne peut pas passer pour Maslow à l'étage supérieur. Alors, cette pyramide de Maslow est notamment utilisée dans le management. Cependant, la classification des besoins de manière hiérarchique, qui impose en fait de satisfaire un besoin avant d'atteindre le suivant, n'est aujourd'hui plus considérée comme valable. Un individu peut effectivement, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins inférieurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a et apparaît dans la théorie de Maslow différents besoins sur lesquels on peut jouer sur le plan pédagogique pour faire en sorte que les élèves adhèrent à ce qu'on propose. Alors ici, vous avez une adaptation, si vous voulez, de cette pyramide des besoins, en montrant d'un côté le point de vue de Maslow par rapport aux différents besoins qu'il a identifiés, et de l'autre côté, des exemples d'une traduction pédagogique que je vais vous laisser consulter. Dans le cadre de l'EPS, Marc Durand, dans L'enfant et le sport en 1987, reprend
en partie cette théorie des besoins. Et à côté des besoins primaires, la faim, la soif, etc., il identifie des besoins secondaires qu'on peut effectivement retrouver en EPS. Le premier type de besoin est le besoin hédonique, c'est-à-dire le besoin d'éprouver du plaisir. Deuxième point important ou besoin important identifié par Durand, c'est le besoin d'affiliation. Les pratiques sportives se renvoient à des rôles sociaux différents, se pratiquent en groupe, il y a des interactions fréquentes, et donc l'EPS est un moyen, disons, de satisfaire ce besoin d'affiliation. Enfin, le dernier point qui est mis en avant, c'est le besoin d'accomplissement. Et le besoin d'accomplissement renvoie à un besoin de surmonter, de réaliser des tâches difficiles et correspond à une tendance à rechercher le succès. Le deuxième champ théorique qu'on peut mettre en avant est celui des théories interactionnistes. Ces théories postulent qu'effectivement, chez l'individu, il existe des tendances profondes qui l'amènent effectivement à aimer ou à rechercher telle ou telle situation. Mais les théories interactionnistes postulent que effectivement il existe des tendances, mais que ces tendances s'actualisent chez un sujet qui donne du sens aux situations qu'il vit. On parle donc de comportements motivés, déclenchés par des tendances, mais régulés par des cognitions. Dans ce cadre, la perception qu'a le sujet de la situation est importante. Et l'évolution de la situation pour le sujet est déterminante dans le maintien de son engagement. Dans cette perspective, on peut mettre en avant la théorie de l'expectation-valence. Pour Famos, Sarrazin, Curie en 1995, la valence représente la somme des conséquences ayant une valeur affective, positive ou négative pour l'individu. Atkinson en 1957 définit la valence comme la valeur accordée par l'individu au but qu'on lui assigne. C'est-à-dire, en gros, est-ce que la tâche est attractive pour lui? L'expectation, c'est le fait que, confronté à une tâche, l'individu fait appel à son expérience pour anticiper les événements probables à venir. Par une activité plus ou moins consciente, il formule un certain nombre d'expectations, sous forme de mise en relation entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus ou qu'il pense pouvoir obtenir. Atkinson, en 1957, dit que l'élève agit s'il pense pouvoir atteindre les objectifs assignés, si le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que s'il pense que les efforts qu'il va fournir lui permettent effectivement d'avoir un niveau de performance ou de résultat dans la tâche satisfaisant. Alors, le modèle de Kukla, en 1972, met l'accent d'une part sur la perception qu'a le sujet de la situation, mais montre également qu'en fonction des résultats et de la difficulté perçue, on va avoir un investissement consenti qui va augmenter ou diminuer. C'est-à-dire que dans son modèle, on a une situation concrète avec une difficulté objective. Le sujet, en fonction de son expérience antérieure, de son habileté perçue, mais également de la difficulté estimée de la tâche, va consentir à s'investir de manière plus ou moins marquée. Il va obtenir effectivement, il va produire une performance, et en fonction des résultats qu'il obtient, mais également de la difficulté perçue dans la tâche lors de sa réalisation, il va y avoir un ajustement de la difficulté estimée d'un autre côté et un ajustement de la difficulté perçue de l'autre, qui vont également venir conditionner l'investissement consenti. On a donc chez Kukla une première lecture de la situation et ensuite une boucle qui vient au fil de l'évolution de la situation conditionner l'investissement consenti par l'élève dans un apprentissage par exemple. Ce tableau reprend un petit peu la théorie de Kukla et il faut le lire comme ça verticalement. On distingue en fait deux colonnes.
si le sujet ne réussit pas dans une tâche, l'investissement consenti peut dans un premier temps augmenter et la performance peut éventuellement s'améliorer. Mais si le succès ne vient pas, l'investissement consenti diminue et la performance peut éventuellement encore se détériorer. Cela se produit d'autant plus vite que l'habileté perçue est faible. Et ça correspond en gros au désespoir acquis. Cette colonne semble plaider en faveur de situations engendrant rapidement la réussite ou permettant en tout cas d'obtenir à un terme relativement court des situations de réussite. Deuxième colonne, si le sujet réussit, l'investissement consenti augmente, la performance s'améliore. Si le succès perdure, l'investissement consenti diminue et la performance se détériore. Cela se produit d'autant plus vite que l'habileté perçue par le sujet est grande. Cela correspond en fait au désintérêt. Et cette colonne semble donc plaider en faveur de situations posant problème. Au final, on peut penser qu'une alternance bien maîtrisée par l'enseignant entre d'une part des situations où l'élève est en réussite et d'autre part des situations qui posent effectivement problème et qui maintiennent un défi pour l'individu, soit une perspective pédagogique à exploiter. Cette approche de l'expectation-valence peut être enrichie par l'apport de Bandura en 1977 portant sur la théorie de l'auto-efficacité. Bandura montre que les expectations d'efficacité personnelle face à une situation sont déterminées par plusieurs paramètres. Bien évidemment, les performances antérieures, mais également les expériences vicariantes. Alors, et c'est ça qui est intéressant, ces expériences vicariantes désignent les modifications de conduite du sujet suite à l'observation d'un modèle. C'est la réussite ou l'échec du modèle qui engendre un effet sur les conduites de l'observateur. Ce dernier sait ou pense savoir, à partir de l'observation du modèle, ce qu'il peut attendre dans la même situation. En situation de classe, le fait que, effectivement, j'arrive à me définir par rapport à un camarade comme étant meilleur, moins bon ou du même niveau, lorsque j'observe ce camarade dans une situation, eh ben, s'il réussit, si je suis du même niveau, je pense que c'est accessible pour moi aussi. Si je suis d'un niveau inférieur et qu'il réussit, je vais trouver ça normal. Et puis si je suis d'un niveau supérieur à lui, ben, il n'y a vraiment pas de raison que là, je sois effectivement en échec dans la tâche et ça va m'inciter à m'engager dans la tâche. Donc on voit également que là, cette théorie de l'expectation-valence peut renvoyer à une dynamique sociale au sein de la classe. Alors le dernier cadre théorique qu'on peut utiliser, ce sont les théories de l'autorégulation. Les théories de l'autorégulation renvoient au but que se fixe effectivement l'individu. De Lignières et Duret, dans Lexique thématique en STAPS en 1995, définissent deux buts, le but de performance et le but de maîtrise. Le but de performance correspond au fait que le sujet est motivé pour faire la démonstration de son habileté par un processus de comparaison sociale. Et le but de maîtrise met l'accent sur le fait que le sujet vise à faire la démonstration d'un progrès personnel, d'un apprentissage. Alors, ces buts de performance et de maîtrise peuvent être couplés à différents types de motivation. On distingue effectivement la motivation extrinsèque, où le sujet est intéressé par un renforcement extérieur à l'activité, récompense, punition, pression sociale, etc. Et puis une motivation intrinsèque, où l'activité se suffit à elle-même pour satisfaire le sujet. Il s'avère que la motivation intrinsèque engendre peut-être une activité plus soutenue dans le temps. Burton, en 1989, avance que le fait de favoriser des buts de maîtrise, des objectifs à court terme, des objectifs spécifiques et des objectifs individuels va avoir un impact sur le sentiment
de contrôle, d'autodétermination et de compétence, et va donc conditionner d'une certaine manière l'engagement de l'individu dans le processus d'apprentissage. L'ensemble de ces facteurs plaide effectivement pour une pédagogie du projet. Dernier rapport théorique, la question de l'estime de soi. On voit que dans les théories interactionnistes, mais également les théories de l'autorégulation, l'estime de soi, la manière dont je me perçois, dont je perçois mon habileté, dont j'évalue mes chances de réussite est déterminante dans l'engagement du sujet dans une situation ou dans un processus d'apprentissage. Coppersmith, en 1967, définit comme l'estime de soi comme l'évaluation que l'individu fait et qu'il entretient habituellement vis-à-vis de lui-même. Elle exprime une attitude d'approbation ou de désapprobation et indique le degré selon lequel il se croit lui-même capable, important, en pleine réussite et digne. L'estime de soi va avoir un impact important sur la motivation. Un des facteurs qui va déterminer l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle le concept de soi. Marsh distingue effectivement un concept de soi global, puis un concept de soi qui est effectivement contextualisé, qui a une dimension sociale, une dimension physique, une dimension scolaire. Si je prends plus particulièrement le concept de soi physique, celui-ci renvoie à l'apparence physique, à la condition physique, à l'habileté sportive. Dans l'habileté sportive, je peux me définir comme bon ou mauvais en gymnastique, bon ou mauvais en handball. Et puis, à l'intérieur de chacune des disciplines sportives, je peux faire la même chose concernant des habiletés ou des situations spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents niveaux, vous voyez ici on a donc une arborescence, ces différents niveaux vont s'influencer de manière réciproque. Plus je vais être dans un niveau qui va être relativement bas, habileté dans le tir, plus on va être donc à un niveau, dans une dimension relativement spécifique, et plus on va avoir de malléabilité. C'est-à-dire que je peux me définir, lorsque je réussis dans une situation, comme étant capable ou étant bon dans l'habileté du tir en handball. Plus je vais monter dans l'arbre, plus on va avoir une dimension effectivement globale, et plus ces dimensions vont être stables. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est la multitude ou la succession des réussites dans les situations qui vont à terme avoir un impact progressif sur les niveaux supérieurs. C'est pas parce qu'on réussit une fois dans une situation que ça y est, le concept de soi physique est entièrement modifié. Il s'agit donc, pour l'enseignant, de permettre à l'élève d'être en réussite de manière régulière, de mettre en avant ses réussites pour modifier à plus long terme des niveaux supérieurs liés au concept de soi. On voit donc ici que le concept de soi s'inscrit dans une problématique qui est liée à la durée. Pour résumer, donc, on a une certaine malléabilité dans les habiletés spécifiques, se sentir capable un jour, puis le lendemain ne plus se sentir capable. Et puis on a une stabilité dans les cases les plus hautes. La perception physique globale qu'un élève de lui-même est relativement stable. Alors les dimensions globales peuvent irradier les dimensions sous-jacentes et vont avoir un impact sur l'engagement de l'élève dans ces situations-là. Et les perceptions de soi plus spécifiques peuvent à l'inverse influencer une dimension plus globale. Cette influence dépend de l'importance que revêt la dimension en question pour le sujet. C'est-à-dire que si je réussis et que si je modifie l'image que j'ai de moi dans un contexte très spécifique, c'est l'importance que va avoir cette modification pour moi qui va conditionner l'irradiation, si vous voulez, des niveaux supérieurs. Et ça, c'est Harter en 1998 qui le met en avant. Pour conclure, on peut donc dire que la motivation est l'expression d'une attirance ou d'un rejet pour une situation, que celle-ci est conditionnée par la perception qu'a le sujet d'une situation nouvelle, qu'elle est conditionnée également par la nature des apprentissages effectués,
par le fait que l'individu arrive à se projeter et alterne des séquences où il est en réussite et des séquences où il est plus en difficulté. Et que dans tous les cas, elle renvoie cette motivation de manière assez forte en arrière-plan à la question de l'estime de soi.